Bonsoir. Bonsoir Tours. Allô Tours. Vous êtes là? Eh bien, bonjour Tours. Je m'appelle Romain et je vais vous présenter une conférence gesticulée sur l'évasion fiscale. Avec mon partenaire écran qui est là, mon partenaire technique Stéphane qu'on peut applaudir aussi parce qu'il n'a pas fait beaucoup de pauses depuis qu'il est là en début d'après. Avec le nombre de musiciens qui vont passer après sur scène, je vous dis qu'il y a du boulot. Bien, alors quant à moi, je vais vous parler d'un truc qui nous concerne tous et bien plus qu'on a l'impression que ça nous concerne. Je vais vous parler de l'évasion fiscale parce qu'on est tous touchés au quotidien. Alors on va essayer de voir ensemble comment, pourquoi, et puis qu'est-ce qu'on peut faire de ça. Parce qu'il n'y a rien de pire que d'apprendre qu'on est impuissant face à un problème lié au fric. Lié au fric, parce que tout le monde a du fric. Qu'on en ait ou qu'on n'en ait pas, tout le monde a du fric. Il y a du fric partout. Et c'est bien pour ça qu'on fait la fête à l'argent ce soir. Alors, une conférence gesticulée. Déjà, qu'est-ce que c'est une conférence gesticulée? Est-ce qu'il y en a qui veulent des petites précisions sur une conférence gesticulée? Ouais. Allez, je vais faire comme si, ouais. On va essayer de participer un petit peu tous ensemble ce soir, donc ne parlez que pas avec vos voisins, mais on peut parler ensemble aussi. Une conférence gesticulée, alors messieurs, dames, les gens qui ont créé ce concept de conférence gesticulée, c'est une conférence où on gesticule, ça vous le saviez déjà, je pense. Le mec qui a créé ça, Franck Lepage, il disait conférence gesticulée, ça doit mêler des savoirs chauds et des savoirs froids. Alors, les savoirs chauds, c'est tout ce qu'on a appris durant notre petite existence. Et de par nos expériences en propre. Et les savoirs froids, c'est des savoirs qu'on accumule via des trucs extérieurs à nous. Genre des films, des livres, tout ce qu'on apprend. En gros, les études universitaires, c'est des savoirs froids, exactement. Et votre expérience qui vous a mené aujourd'hui, c'est Et c'est pour entretenir vos savoirs chauds. Exactement. Et alors, messieurs, dames, le mélange du chaud et du froid, ça donne quoi? Ok, on est bien à Tours alors. Ok. Pas exactement, il m'a dit qu'il y aurait besoin d'un coup de main, mais qu'est-ce qu'on a fait? Non, alors le mélange du chaud et du froid, quand on a un mitigeur avec de l'eau, effectivement, ça donne du tiède. Hein? Mais là, on va échanger, on va parler entre nous, donc on va pousser de l'air. Et quand de l'air chaud rencontre de l'air froid, ça donne quoi, messieurs, dames? Ça donne un orage, voilà, bravo, qui a répondu l'orage? Qui a répondu l'orage? Moi, tiens, hey garçon, t'as gagné une banane, c'est la première de la soirée, on peut l'applaudir, s'il vous plaît. Ouais, tu la donnes à qui tu veux, bravo. Ça condense aussi. Ça condense aussi. Après. Bon, alors voilà, c'est ça un peu, je vais vous poser de temps en temps des questions, et ceux qui répondent la bonne réponse, bim, une banane magique. Eh ouais, vous n'êtes pas venus là pour rien. Non seulement vous venez à une soirée gratuite, mais en plus vous risquez de partir avec des cadeaux. Avec la banane. Et en plus en gardant la banane. Alors qu'on n'a que des mauvaises nouvelles à vous annoncer sur l'argent. Deuxième chose que je voulais vous dire en préliminaire, c'est que j'interviens au nom d'une association qui s'appelle le CCFD Terre Solidaire, dont vous pouvez retrouver un stand dehors. Ça sera un peu la suite de la conférence. Il y aura toute ma bibliographie, les bouquins que j'ai utilisés, et notamment des bandes dessinées. Et ouais, parce que le savoir, il faut que ça se partage. Donc la bande dessinée, c'est un bon médium, on va dire. Cette bande dessinée, entre autres, raconte comment notre association a mis le doigt sur une affaire qui est devenue les biens mal acquis. C'est le détournement d'argent des États africains faits par leur dictateur président, je ne sais jamais comment appeler ça. Et en fait, tous les avoirs de ces présidents-là, à un moment donné, tout cet argent cumulé, il faut le transformer en quelque chose, quoi. L'argent sale, ça se travaille. Et donc du coup, ils ont décidé notamment d'acheter des propriétés à Paris. Il y a des immeubles, des trucs de 5 étages avec des salles de bain partout en or, des chiottes en or et tout. Là, on se fait plaisir. Et du coup, on raconte toute cette histoire dans cette bande dessinée. J'ai mes collègues de boulot qui sont dessinés dans cette BD. Voilà, je trouve ça suffisamment sympathique pour vous le préciser. Donc je la mets là.
l'affaire des biens mal acquis. Et puis vous allez voir, il y a un petit lien, les bananes, l'évasion fiscale, les biens mal acquis, vous allez voir ça. Donc voilà, j'ai parlé du stand. Ceux qui veulent plus d'informations, vous laissez un petit adresse mail par exemple sur le stand, puis on reprendra contact ensemble plus tard. Sur les tables, excusez-moi. Sur les tables, j'ai déposé ça, alors pas en nombre suffisant parce que je pensais vraiment qu'on aurait de la concurrence culturelle de ouf et qu'il n'y aurait personne ce soir. Mais j'ai laissé ça s'appelle un taxtoy. C'est si vous n'assistez pas à la conférence jusqu'au bout, prenez ça et vous aurez la fin de l'histoire. J'y ai glissé aussi une petite bibliographie. Et puis il y a un autre papier, alors, ça date d'une virée que j'ai fait du côté de Marseille. Donc c'est tamponné Marseille, mais les informations qu'il y a au dos, ça concerne l'évasion fiscale aussi. Et ça, c'est cadeau. Ça, c'est cadeau, vous repartez avec, messieurs, dames, s'il vous plaît. Alors ça y est, je vais commencer. Alors j'ai précisé ce qu'était une conférence gesticulée. Et maintenant, les paradis fiscaux. Et puis surtout, pourquoi choisir la banane? Alors ça va être chiant. Hop là. Oui, parce que hier soir, je me suis un petit peu égosillé la voix, la veille de faire la conférence. C'est moche, mais c'est comme ça. La banane, tout le monde connaît la banane. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, on connaît la banane. Puis alors, la banane, il y a tout un imaginaire derrière, hein. C'est sympa. Les pots de banane et puis le reste, hein, je vous fais pas de dessin. On n'est pas que entre adultes ce soir. Pourquoi j'ai choisi la banane? Eh ben parce que... je vais vous le dire plus tard en fait. En tout cas, c'est un univers très bariolé. On voit ici Charlie Chaplin en train de séduire une jeune femme avec une banane à la main. Et oui, parce qu'au début des années 1900, aux États-Unis, c'était un sacré luxe d'avoir des bananes. Aujourd'hui, c'est devenu un peu le fruit le plus facilement mangeable partout dans le monde, alors qu'il est cultivé pas partout. Donc à l'époque, Charlie Chaplin, faites pas ça aujourd'hui, ça risque de moins marcher. Hein. Mais à l'époque, ça marchait super bien d'offrir une banane à sa douce et tendre. Et puis là, j'ai pris quelques images de clips de multinationales de la banane qui s'amusent très bien à détourner le concept pour nous faire aimer la banane et surtout tout le commerce qu'il y a autour. Et puis ça, c'est une spéciale dédicace au meilleur film documentaire sur l'évasion fiscale qui s'appelle La loi de la banane. Tout simplement. Je vous invite à le découvrir, il est franchement magnifique. Alors, j'ai parcouru le monde entier, messieurs, dames. Ouais, j'ai mené mon enquête. J'ai mené mon enquête pour essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que l'évasion fiscale, pourquoi ça passe par la banane, mais pas que. Donc j'ai enquêté au plus près de là où est le problème. Est-ce que tu Moi, pour me présenter vite fait, donc je l'ai dit, je m'appelle Romain. Je travaille actuellement pour une ONG de solidarité internationale, le CCFD Terre Solidaire. Et avant de travailler dans cette ONG, j'avais eu quelques expériences. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont fait ça, mais partir en Afrique, partir dans un pays pour aller aider. Parce que des fois ici, on se sent légèrement inutile, on préfère aller prêter main forte là où il y en a besoin. Donc dans les pays que j'appellerais les pays dits du Sud, hein, mais dont il faut comprendre qu'on va regrouper l'Asie, l'Afrique, l'Amérique latine, des pays, on va dire, en voie de développement. Bon, il n'y a jamais de bon terme pour définir tout ça. Mais avec des copains, j'ai pris l'avion, on a fait 6000 bornes, pour faire quoi là-bas? Pour aller planter des arbres. Alors il y a 20 ans, ça avait l'air louable, mais aujourd'hui, avec tout ce qu'on sait sur le pétrole, sur la fin du monde, sur toutes ces énergies qui nous coûtent super cher, prendre un avion, faire 6000 km pour aller planter des arbres, vous voyez un peu le truc. Hein. Et dans la solidarité internationale, des plans comme ça, il y en a plein, il y en a plein, il y en a plein, il y en a plein. Alors, essayer d'agir sans nuire, c'est un peu la devise des gens qui bossent dans ce milieu de la solidarité internationale. Ça fait poser beaucoup de questions. Et est-ce qu'il ne faut pas tout simplement les laisser crever? Je sais pas. Est-ce qu'ils peuvent arrêter notre dépendance à nous? Pas facile non plus. Parce qu'on leur paye du pétrole quand même, qu'il n'y a plus dans nos sols. On leur extrait de l'uranium aussi. Puis plein d'autres richesses. Et puis on leur donne des miettes. Puis nous on récupère tout. Mais quand je dis nous, maintenant c'est plus nous tous. Hein. C'est une poignée de blancs
C'est une poignée de traders, c'est une poignée d'économistes financiers, c'est une poignée d'avocats fiscalistes et une poignée de riches. Ah, les riches, les ultra riches. Donc on va parler un petit peu de tous ces gens-là ce soir. Donc j'ai fait ces expériences de solidarité internationale à petite échelle dans une association qui était basée à Chinon. Je ne sais pas si vous connaissez le Chinonnais, magnifique port de pêche. Et du coup, à Chinon, on a mené notre barque tranquillement. Et puis au bout de 6-7 ans, j'ai fait une reprise d'études. J'ai appris à monter des projets de solidarité internationale pour être hyper efficace. Et puis j'ai été embauché dans cette belle association qui est le CCFD Terre Solidaire. Ça fait aujourd'hui 12 ans. Je vais vous le dire carrément, c'est sous forme d'enquête, mais c'est sous forme d'enquête un peu comme si on était à l'école. Donc on va faire un cours, on va vite fait faire un petit cours d'économie. Vous allez voir, moi je suis une brêle en économie, donc vous allez voir, ça va pas durer longtemps, ça va pas être trop relou. Ensuite, on va faire un petit peu d'histoire, un petit peu de géo, un petit peu de cuisine aussi. Et puis on terminera par de l'éducation civique. Ça vous va ? Oui. Bienvenue à l'école. Alors on commence tout de suite, attention, le gros schéma qui fait mal. Aïe aïe aïe, qu'est-ce que c'est que ça ? Eh ben ça, c'est nos impôts. Hein, nos impôts, elles sont mises donc dans un pot commun. Le pot commun, ça s'appelle le budget de l'État. Effectivement, le budget de l'État. Alors, ce soir, on va circonscrire un petit peu les choses. On va être légèrement schématique, mais parfois être schématique, ça permet de mieux relever les incohérences, ça permet de mieux relever ce qui va mal, quoi. Donc, messieurs, dames, est-ce qu'il y a des gens qui fument des clopes ici ? Oui. Enfin, pas à l'intérieur, hein, mais en général. Levez la main ceux qui fument des clopes. Ok, alors le fumage de clopes, vous savez qu'il y a un impôt là-dessus. C'est quoi l'impôt ? TVA. Quand on achète le paquet, ouais, mais tout ce qu'on achète avec, ça va avec ça ? Ça va avec ceux qui utilisent encore du pétrole. Qui c'est qui utilise encore du pétrole pour se mouvoir ? Ouais, on est tous sacrément dépendants. Hein. Ah, pour se chauffer aussi, ça marche. Hein. Donc tout ça, c'est là-dedans, hein, messieurs, dames. Je vous le rappelle. Hein. Bon, l'impôt sur le revenu. Qui paye l'impôt sur le revenu ? Bon, la TVA, je vous fais pas de dessin. Qui ne paye pas la TVA, ce sera plus simple. Levez la main ceux qui ne payent pas la TVA. Mais ça veut dire quoi, TVA ? C'est la taxe sur la valeur ajoutée. Merci, camarade. Ok. Bon, dès que vous allez acheter un truc ce soir-là, bim, TVA. Allez hop. Qu'est-ce qu'on a ? Ah, l'impôt sur les sociétés. On va beaucoup en parler ce soir. Là, il y a moyen d'en récupérer un bout, là. Et puis la TVA, bah, je vous le rappelle, hein, c'est quand même la moitié du budget annuel de l'État. Et vous imaginez bien que sur un produit acheté, les sous que vous allez donner sous forme de TVA, que vous soyez super pauvre ou super riche, vous allez donner les mêmes sous. Hein. Ça, faut bien s'en rappeler. Hein. Donc, moi, j'appelle ça un impôt injuste. Hein, on va dire que c'est l'impôt le plus injuste de la planète, la TVA. Il y aura une grosse réforme à faire là-dessus. Alors, pourquoi je vous parle de ça ? Bah parce que l'évasion fiscale, en fait, c'est tout simple. C'est qu'il y en a qui contribuent à l'impôt, et il y en a qui font tout pour ne pas contribuer à l'impôt. Alors qu'ils en ont trop. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui payent leur impôt ici ? On est entre nous, hein, il n'y a pas la police, allez-y. Si vous avez fraudé un peu, c'est pas grave, quoi. Hein, tout le monde paye un peu d'impôt ici. Hein. Ok ? Alors, du coup, on est tous dans le même bain. C'est ça qui est cool. C'est que si on paye tous nos impôts, moi, je vous le dis direct, nous, tous là, autant qu'on est, on se fait tous arnaquer. Mais alors, tous. Oh, je pense que vous le sentez un peu, hein, quand même. Je vous apprends pas non plus un truc de ouf, mais quand même, ça fait du bien de le dire. Ça fait du bien de l'entendre. On se fait tous arnaquer. Les riches, eux, c'est trop has-been de payer ses impôts. Non, mais franchement, je suis bien à tour, quoi. Hein. Non, franchement, être riche, c'est être dans le futur, déjà. Donc, c'est déjà ne plus s'occuper des impôts. C'est pas grave. Ces gens-là utilisent nos routes, utilisent nos hôpitaux, utilisent nos écoles, utilisent notre police, nos pompiers, etc., etc. Mais ils contribuent pas. Ou contribuent pas à la part qu'on leur demande. Et du coup, qui c'est qui paye quand les uns payent pas ? C'est les autres. Et les autres, c'est qui ? J'ai pas entendu. C'est nous. Exactement. Alors, l'évasion fiscale, c'est des gens qui veulent pas payer leur impôt. Ça, jusque-là, ça va.
Il y a des manières légales de le faire et il y a des manières illégales de le faire. La séparation, elle est là. Quand on est bien élevé, quand on est dans les hautes sphères de la finance, quand on pratique l'économie avec des vous, on va parler d'optimisation fiscale. Quand on est hors des clous, les ONG, tout ça, nous on va parler de fraude. Et ça c'est que quand c'est purement illégal, hein, c'est que des montages illégaux. Et puis, il y a une catégorie qui a l'air fine comme un mur de prison, mais qui est beaucoup plus épaisse en fait. Et on va appeler ça l'évasion. Parce qu'on ne sait pas si ça mélange du vrai, du faux, du légal, de l'illégal. Il y a certainement de l'illégal dans le légal. Donc en gros, on parle d'évasion. Donc moi ce soir, je ne suis pas en mode présentation devant le CA de Total. Donc on ne parlera pas d'optimisation fiscale. On ne sait pas si tout ce qu'ils font c'est illégal. Donc on va parler d'évasion. Mais nos amis canadiens, québécois, ont trouvé le mot qui met tout le monde d'accord. Tout ça, au final, ce sont des principes d'évitement. Que ce soit légal ou pas légal, ce sont des principes d'évitement. Et merci pour leur rapport à notre conférence, débat. Donc ça va pour les notions de français, ok? Alors, maintenant on va faire un tout petit peu de maths. Vous allez voir, on va souvent faire des tout petits cours de maths, mais vous allez voir, ça va aller très vite. Alors, comme je vous l'ai dit, ceux qui payent trop, c'est nous. Ceux qui payent pas assez, c'est ceux qui s'organisent pour ne pas payer assez. En gros, si vous n'avez pas un patrimoine d'1 million d'euros, ça sert à rien de penser à essayer d'éviter, on vous rattrapera toujours. Hein? Il y a encore quelques agents du fisc en France, et ils sont là pour ça. Alors, revenons un petit peu en arrière. Est-ce que vous vous souvenez un petit peu de cette délicate et magnifique période qu'a été le sarkozysme? Hein, nostalgique de Sarkozy, hein. Bon, et ben Sarkozy, vous savez que souvent dans les médias, il mitraillait contre les petits fraudeurs sociaux. Vous savez, cette petite vermine pauvre qui ne pense qu'avec ses ongles à racler tout là où il y a de l'argent. Hein. Les fraudeurs sociaux, donc c'est les fraudeurs à la CAF notamment, et j'en passe. Cette fraude sociale, cette petite fraude des pauvres gens, comme on dit dans le milieu, elle nous coûte à nous tous. Alors nous tous, c'est en termes de foyer fiscal. Un foyer fiscal, c'est un ou des personnes qui font une déclaration de revenus. Ok? Ou une déclaration d'impôt. C'est environ 38 millions. Disons que dans la salle, on a un sacré paquet à faire partie de cette classe-là. Donc la fraude sociale, ça coûte à chaque foyer fiscal environ 6,81 € par mois. Ok? Alors, ils nous coûtent les pauvres, ils nous coûtent ça. Et les riches et les ultra-riches, eux, ils nous coûtent ça. Mensuellement. Donc quand je vous dis qu'on se fait tous arnaquer, c'est 136 plus 6,80. Alors, effectivement, il faut alors, si on veut être dans une société juste, il faut que tout le monde paye sa part, en tout cas, à ce que ça revienne à tout le monde. Il faut savoir que parmi les plus pauvres, il y a à peu près 5 milliards qui restent chaque année dans les caisses de l'État, parce que des gens n'osent pas demander des aides auxquelles ils auraient droit. Et ça, évidemment, M. Sarkozy, dans sa magnificence, a oublié de préciser ça, et les médias ont oublié de le répéter. Hein, ces bons vieux perroquets. Donc, ayez ça à l'esprit, un petit 140 balles par mois qui nous manque à chacun, à chaque foyer fiscal. Bon, je vous laisse quelques instants pour imaginer ce que vous pourriez faire avec 140 balles par mois en plus. Hein? Et puis surtout, est-ce que vous pensez que les riches et les ultra-riches de ce pays, en voyant ce petit diaporama, vont dire « Bon, allez, ok, tiens, tu les veux, tes 140 balles, je te les donne. » Vous pensez qu'ils vont faire ça? Non. Vous pensez qu'ils vont faire ça? Bah non, hein. Donc ça va être à nous d'aller leur rechercher, ok? Donc ce soir, on va essayer de voir quelques instruments pour voir comment on peut les ramener, ces euros-là. Donc on va voir comment on peut ramener cet argent-là. Ça va jusque-là? Oui. Vous êtes au taquet? Ok. Petit quiz sur la banane alors. J'ai mon verre, c'est genre un des premiers sur la table. Ok, alors, la banane est le fruit du...
Du hasard, excellente, excellente. Je sais pas d'où ça vient, mais excellent. Allez, une banane pour le excellent. C'était toi? Ouais, bravo, on peut l'applaudir. Bravo, bravo, bravo. Le bananier, le fruit du hasard, excellent. Bon, et hormis ça, le bananier est le fruit de... Ok, celle-là, je me la garde. Le bananier est... L'arbre. Un arbre. Eh bien non, c'est une herbe. C'est madame, je crois, non? Vous, madame, allez. Eh oui, la banane est une herbe. Bravo, madame. On peut l'applaudir. Eh oui, connaissance générale ce soir. On est attaqué. Eh oui, et une herbe comme la banane, qui est l'herbe la plus haute du monde, ça peut monter jusqu'à combien d'altitude une herbe la plus haute du monde à votre avis? Messieurs, dames, en mètres. 4, 5, non. Qui m'a dit 15? Tu m'as dit 15? On peut l'applaudir, bravo. 15 mètres d'eau. 15 mètres d'eau pour la banane, l'herbe, pardon, la plus haute du monde. Eh oui. Ah, je suis sûr que vous ne pensiez pas apprendre autant de choses ce soir. Hein. Ah, mais vous allez voir, on continue, on continue. Alors, un petit peu de français encore. Une définition. Alors, parmi tous les bouquins que je me suis tapé sur le sujet, je pense que c'est cette définition-là, en tout cas, qui est la plus... que tout le monde peut essayer de comprendre, en tout cas, quoi. Hein. Donc, on va la lire ensemble. Un paradis fiscal, c'est un lieu qui se propose d'attirer des activités économiques en offrant à des particuliers ou à des entités. Alors, les particuliers, ça va être qui, par exemple? Attention, toi, t'as pas les millions pour faire ça encore. Qui c'est? Sarkozy? Ouais, sûrement, Sarkozy, il y arrive. Il va l'avoir, 100 millions, Sarkozy. Allez, des gens connus, là. Depardieu, Bernard Arnault. Allez, citez-en. Il faut les connaître, c'est nos ennemis. Hein, alors, Bernard Tapie, allez, bam, voilà. Les footballeurs. Muliez, effectivement. Bettencourt. Ok, Ronaldo. Alors ça, c'est pour les particuliers. Et les entités, ça peut être qui, alors, du coup? Total. Bah quoi? GAFAM. Allez, GAFAM. Donc les GAFAM, ce sont les Google, Amazon, Facebook, Apple. En entité, on a quoi? C'est quoi vos scandales, les scandales que vous connaissez bien? Vinci, bla. Qui d'autre encore? Allez, on y va. L'Oréal, parce que vous le valez bien. Ingrid, exactement. Bon, ok, donc ça c'est pour les entités. Alors qu'est-ce qu'on y fait à tous ces gens-là ou à toutes ces entités-là? On leur offre un cadre politiquement stable, permettant de contourner toutes les règles. Donc, vous voyez qu'on est toujours sur cette notion d'évitement, les lois et les réglementations édictées dans les autres pays. Dans tous les cas. Sans avoir à apprendre la définition par cœur. Un paradis fiscal. Donc un lieu, ça peut être un État, ça peut être un pays. Donc l'État, c'est par exemple l'État du Delaware aux États-Unis. Ça peut être un pays au hasard, il y en a tellement. Panama, Bahamas, près de chez nous. Luxembourg, Belgique, Hollande, Irlande, etc., etc. Demain, la France. Alors, il y a 4 critères pour repérer un paradis fiscal. Une absence ou quasi-absence d'imposition. Un système de loi complaisant. T'as fait telle connerie? Oh, c'est pas grave. Un petit chèque et on oublie tout. Le secret bancaire, made in Suisse. Les horloges, le chocolat, la bœuf et le secret bancaire, c'est leurs 4 grosses spécialités. Hein. Et puis, une absence d'activité réelle. Alors, absence d'activité réelle, on y reviendra. Ben, en gros, ce sont des sociétés offshore, donc des sociétés, des espèces de coquilles vides en fait. On y reviendra. Donc ça, c'était pour la définition. Alors vous avez cité quelques scandales, mais vous en connaissez forcément d'autres. Il y a quoi d'autre? Il y a eu quoi d'autre comme scandale ces derniers temps dans les infos? Amazon, ouais. Est-ce qu'il y a des noms de Suisse, Wikileaks? Non, Wikileaks c'est encore autre chose. HSBC. AUBS, HSBC avec un magnifique documentaire fait ces derniers temps, ouais. LuxLeaks, les Football Leaks, les Panama Papers. Ok, tout ça, ça fait partie du même plan. Moi, mon scandale préféré reste et restera celui-ci. Le scandale des bananes.
effectivement, pourquoi j'ai appelé ma conférence gesticulée l'affaire des bananes magiques? Eh ben parce que un des premiers scandales qui a fait le tour des journaux, à l'époque c'était 2007-2008, c'est le journal anglais The Guardian qui le révèle. Ils disent que les 3 multinationales de la banane qui régissent les 3/4 du commerce mondial de la banane, le fruit le plus mangé au monde, eh bien ces 3 entreprises-là ont été analysées par des journalistes et c'est devenu un scandale international. Donc vive la banane fiscale. Et vive l'investigation et le journalisme d'investigation. On a de la chance d'avoir encore un petit peu d'investigation en France. Alors, petit retour vers les mathématiques, messieurs, dames. Oh, allez, quelques chiffres. On révise, on révise. Le manque à gagner pour la France chaque année, parce que nous, on donne trop, hein. C'est 136 € par mois qu'on donne en trop. On évalue ça à 80... Je vais enlever ça. J'ai chaud en plus. Eh ouais, tu vois, ça grésille plus comme ça. Je suis chaud banane. Alors, 80 milliards d'euros qui manquent à l'État chaque année en France. Vous voyez qu'en Allemagne, ils sont pas si à la traîne que ça. Bon, ces chiffres, on est gentil avec vous, mais ces chiffres, ils datent d'il y a quelques années. Alors, voilà, ça c'est le manque à gagner pour certains pays européens. Et en fait, moi, comme je travaille pour une ONG de solidarité internationale, on s'occupe du point de vue des pays du Sud dans cette question. Et vous voyez que là, c'est même pas des pertes, c'est une saignée, là. Là, c'est une saignée, les 2 bras, les 2 jambes sont en mode saignée, et les pays du Sud, ils sont comme ça, quoi. Ça, plus la dette, c'est le cocktail magique. Comment? Ça, c'est par année, ouais. Voilà, tous ces chiffres-là, c'est chaque année, hein. Ouais. Donc, réfléchissez-y quand vous vous lancez dans une campagne où vous voulez tout défoncer, pensez à l'argent. L'argent, c'est le nerf de la guerre. Alors ça, c'était pour le petit cours de maths. Il y a des compteurs qui existent sur certains sites internet et tu as le truc en réel. Et ça tombe. Alors, messieurs, dames, on a passé les petits cours de français, les petits cours de maths, un petit peu d'histoire. Ça vous branche? Un petit coup d'histoire très rapide. Alors, à quand on remonte la fuite à l'impôt? À quand on remonte ça? Eh ben... Alors certains montrent que c'est même durant l'Égypte des pharaons. Moi, les premières traces dont je vous parlerai, c'est les Grecs. Nos amis les Grecs, ils ont inventé pas mal de choses. En fait, pour essayer de dater les premiers évitements fiscaux, je pense que c'est très facile à dater. C'est dès qu'on a inventé la première forme d'impôt, quelques instants après, on suit les premières fraudes. Donc on peut dater que ça date à peu près exactement du même moment, quoi. En ce qui concerne l'évolution, les Grecs, vous savez que la Grèce, c'est en plein milieu de la Méditerranée, c'est un carrefour commercial de ouf. Et du coup, certains, pour éviter de décharger, de transbahuter leurs marchandises directement sur le port où ils seraient taxés, eh ben, ils allaient dans le port à côté ou sur la plage à côté, ils appelaient leurs potes au téléphone. Je sais pas comment il faisait en fait, il l'appelait pas au téléphone. Mais il transbahutait sans payer les taxes à côté, sur la plage à côté. Et ça, on retrouve des traces en Grèce. Ensuite, deuxième période de masse. Cette période de masse, c'est le Moyen-Âge. Au Moyen-Âge, vous savez qu'en France, il existe une trentaine de communes qui s'appellent Villefranche-sur. Est-ce que vous en connaissez une dans le coin? Villefranche-sur-Cher, monsieur connaît bien sa géographie. Effectivement, Villefranche-sur-Cher dans le Cher, eh ben, c'est une ancienne ville où, à un moment de l'année, on fermait tout le centre-ville et là, c'était la fête du slip au niveau commercial, quoi. Les gens s'achetaient, se vendaient des trucs, il n'y avait plus de taxes, toutes les barrières tombaient. Aujourd'hui, on appellerait ça le carnaval. Hein? Donc, ça, c'est la deuxième période. Donc là, vous avez un magnifique vitrail. Vous avez un magnifique vitrail de la Franche-Foire de Tourcoing. Ensuite, on passe à une autre période. Et oui, celle des pirates, messieurs, dames. Parce que quoi? Si on réfléchit au niveau imaginaire, les pirates des Caraïbes, et les autres, hein, c'était quoi? C'était des gens qui se mettaient un peu en dehors de la loi de leur pays,
qui allaient attaquer des bateaux, piller les richesses du bateau, ramener ça dans leur bateau à eux, et ensuite ils allaient sur une île assez loin. Imaginons des pirates anglais. Ils allaient assez loin de l'Angleterre, genre en plein milieu du Pacifique, une île plus ou moins colonisée par des colons anglais, mais ils sont tranquilles. Le fisc anglais, il est super loin. Donc du coup, ils pouvaient planquer leur magot sur une petite île tranquillement. En échange, ils offraient la protection de l'île à ses habitants. Et roule ma poule. C'était ça la vie des pirates. Ah, quelle belle vie les pirates. Et alors aujourd'hui, les pirates de la finance, ils ressemblent à quoi? Ils ressemblent à ça. Les pirates de la finance aujourd'hui, c'est des gars en col blanc qui passent des coups de fil, qui appuient sur des touches et ça envoie de l'argent à l'autre bout de la planète. C'est encore plus compliqué à arrêter ça. C'est plus physique. Donc ça existe depuis longtemps. Et on a gagné des victoires. Alors j'ai pas mis la petite slide avec les victoires, mais de ce passé-là, on a eu plein de victoires. Et aujourd'hui, on est en pleine bataille. Sauf que, comme le disent certains riches, nous, le peuple, les peuples de France et du monde, on est en train de la perdre. Ça, vous le savez bien qu'on est en train de la perdre. Et il va être temps de reprendre du pouvoir là-dessus. Donc du coup, tout ça, c'est pour aussi ne pas nous décourager. C'est que des solutions existent, des projets de loi existent, mais plus que des lois, il faut une réelle envie politique pour que les choses changent. On passe de l'histoire à la géographie. Merci. Alors la géographie, ça se résume en une carte. Ça se résume en une carte, c'est la carte des emplacements de lieux où se pratique l'évasion fiscale de manière massive. Alors vous voyez qu'on est bien entouré en France. En fait, il faut se dire que les paradis fiscaux sont l'arrière-cour de nos pays riches. Tout simplement. Je vous présente les arrière-cours. Alors, on va commencer par l'arrière-cour de l'Angleterre. Parce que l'Angleterre, ils sont vraiment au top. Alors, franchement, je ne sais pas si vous connaissez la ville de Londres, mais il y a un quartier dans la ville de Londres qui s'appelle la City. La City, c'est un État dans l'État. Et qui siège à la City? Vous allez me dire, des gens, genre des riches, des monarques, des lords, des trucs, des machins. Non. C'est des représentants de multinationales qui siègent à la City. Aussi dingue que ça puisse paraître, ce sont des multinationales qui siègent dans un truc qui normalement sert à prendre des décisions démocratiques pour le bien commun. Si ça vous laisse songeur, dans ma bibliographie, il y a le nom du film documentaire que vous pouvez regarder là-dessus. Il y a un gros hic là-dessus. Alors, la sphère d'influence des Anglais, c'est quoi? Eh ben, comme je vous le disais, c'est les Caraïbes, mais c'est aussi le Pacifique. Eux, ils ont adoré se balader, planter des drapeaux sur des bouts de cailloux perdus au milieu de l'océan. Donc ça, c'est un peu leur... et un petit peu ici aussi. Ensuite, on a la sphère d'influence de l'Europe. L'Europe, vous savez, avec les Espagnols, les Français, les Portugais, les Hollandais, on a conquis à peu près la moitié de la planète. Donc on a laissé des traces. Et du coup, la sphère d'influence de l'Europe, par contre, c'est tout autour de l'Europe, tout simplement. On a, vous voyez qu'on est entouré de voisins très amicaux. Donc ça, c'est la sphère d'influence de l'Europe. Et puis ensuite, on a la sphère d'influence américaine, qui est la dernière sphère d'influence qui s'est montée, puisque les États-Unis sont constitués un peu lentement, un peu dernièrement, on va dire. Et du coup, la sphère d'influence principale des États-Unis, ce sont ces territoires des Caraïbes essentiellement. Alors la France n'est pas encore un paradis fiscal, mais c'est notre arrière-cour, quoi. L'Europe, c'est notre arrière-cour. Tous ces petits États, Lettonie, Allemagne, Luxembourg, Liechtenstein, Hongrie, Autriche, Saint-Marin, Italie, la Suisse, évidemment Monaco, Espagne, Gibraltar. Vous arrivez à lire? Oui, l'Allemagne donne des facilités, je ne sais plus pour quel truc précisément, mais pour un truc précisément, tu peux aller te foutre ton fric en Allemagne et là, tu vas faire des économies d'impôts. La France est en train de devenir pareil, et notamment, c'est tous nos gouvernements successifs qui ont abaissé la taxe de l'imposition des entreprises. Michel Sapin, notre ancien président de région, ancien ministre de l'économie, a fait un beau petit cadeau avant de partir du gouvernement hollandais. Il a fait une belle petite ristourne et il a fait passer de
si ma mémoire est bonne, de 31 à 28% le taux d'imposition des sociétés. Sympa comme cadeau, quoi. Donc voilà, ça c'est les sphères d'influence. Alors maintenant, messieurs, dames, alors maintenant un petit peu de cuisine. Je vous présente les chefs cuistots de la cuisine mondiale fiscale. C'est eux, c'est des winners. On peut les applaudir, ouais, carrément, c'est des putains de winners. Vous êtes tous une bande de losers. Et ça, c'est des winners, voilà. Non mais voilà, quoi. Je veux dire, à un moment donné, il faut poser les choses, quoi. Donc, bande de losers, écoutez un peu. Les winners, c'est eux. Et les winners, ce sont quoi? Ce sont des gens... Alors, si vous voulez changer de métier, c'est aujourd'hui qu'il faut prendre des notes. Hein. Avocat fiscaliste, comptable. En gros, ça, ce sont les 4 principaux cabinets d'audit du monde. On les appelle les 4 gros. En anglais, les Big Four. Et bien, ces 4 cabinets-là... Alors, si vous travaillez dans une entreprise, il se peut fort qu'un de ces 4 cabinets-là vérifie les comptes de votre entreprise. Parce qu'à un moment donné, il faut valider les comptes à la fin de l'exercice. Et ces 4 grands cabinets sont spécialisés là-dedans. Mais ils ont une autre activité. Comme s'ils ne se faisaient pas assez de fric avec cette activité-là, ils font du fric avec une autre activité qui, elle, est un petit peu moins médiatisée, on va dire. Donc ces cabinets d'audit s'occupent d'élaborer des dossiers pour que des entreprises, notamment des multinationales ou même des riches particuliers, puissent faire un dossier pour pouvoir payer moins d'impôts auprès de l'État concerné. Bon bref, ça c'est les chefs cuistots de la tambouille fiscale internationale. C'est à cause de cette poignée de gens qu'on n'a plus de flouze à la fin du mois. Hein, donc retenez bien, ces 4 enseignes, et il y en a d'autres, ce sont des cabinets d'audit. C'est pas le même cabinet. Alors messieurs, dames, pour faire de la bonne tambouille fiscale, il y a des tonnes d'ingrédients. Je vous en ai sélectionné 2 pour aujourd'hui. Le premier, ça s'appelle des sociétés offshore. Alors en anglais, c'est des sociétés, comment on pourrait dire, hors zone, hors territoire. Hein. Vous voyez les plateformes pétrolières? Bon bah c'est des plateformes offshore, c'est-à-dire qu'elles sont ailleurs que sur Terre, ailleurs que dans le pays où elles officient, elles sont dans la mer. Bon bah là c'est pareil, on crée des sociétés offshore en faisant croire qu'il y a de l'activité dedans. Et puis en fait c'est une coquille vide, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Alors je vais vous illustrer à quoi ça ressemble une société offshore, et ensuite on verra comment elles sont utilisées, ok? Alors qui de mieux qu'une actrice bien connue française pour nous définir, pour nous aider à comprendre ce qu'est une société offshore? Alors messieurs, dames, ça se passe à l'écran, c'est un extrait de film. Je fais gagner une banane à la personne qui me sort le nom du film et à l'autre personne qui me sort le nom des 2 personnages que l'on voit, d'accord? Les acteurs et le nom du film. Louise Michel. Yolande Moreau. Cumulé. À la réalisation. Pierre Vernet de Lépine à la réalisation. Bam. Attention, il y a peu de texte. Il n'y a pas de bureau. On est dans un paradis fiscal. On regarde, il n'y a que des boîtes aux lettres. Les patrons non plus sont pas là. Ça va ?
Arrivera-t-elle au bout? Je vous laisserai voir le film ou revoir le film magnifique, Louise Michel. Je vois qu'il y en a qui apprécient la dédicace. Eh bien voilà, c'est ça une société offshore. C'est une coquille vide, c'est une boîte aux lettres, mais il n'y a pas d'activité dedans. Alors maintenant, je vais vous expliquer le deuxième ingrédient. Et alors là, attention, c'est la partie technique de la soirée. Ok? Alors, ouais. Avec mon schéma. Mon schéma qui synthétise tout un tas d'informations. Alors attention, messieurs, dames. Un petit peu d'attention, on va le faire bien, rapide, mais tranquille, et vous allez voir, ça va passer tout seul. Mon deuxième schéma, c'est pour illustrer le deuxième ingrédient. Pour faire une bonne tambouille fiscale, il faut manipuler les prix de transfert. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ça, les prix de transfert? Bon, messieurs, dames, imaginons un groupe qui a racheté plusieurs entreprises, donc des filiales d'un même groupe. Aujourd'hui, il est possible que les filiales d'un même groupe s'échangent des marchandises sans payer le prix officiel du marché. Okay? Si c'était deux sociétés complètement indépendantes, comme ça l'était le cas avant. Mais aujourd'hui, avec la globalisation, les sociétés se rachètent les unes les autres, et le but du jeu étant d'être le plus gros possible. Le plus gros possible pour essayer de maîtriser notre production de A jusqu'à Z. Par exemple, je sais pas moi, pour fabriquer un four à micro-ondes, on a besoin de métal, on a besoin de plastique, et les deux sociétés qui vont s'échanger ces biens-là, elles ne vont pas payer le prix du marché, elles vont s'arranger entre elles, ce sont des règles internes. Et aujourd'hui, il faut savoir que la moitié du commerce international est régi par les prix de transfert. Et là, ici, les prix de transfert, on va les manipuler. On va les manipuler pour se mettre un max de blé dans les poches. Donc, on dit qu'on manipule les prix de transfert. C'est-à-dire qu'on va vendre et acheter des trucs à des prix qui ne correspondent pas à la vraie valeur. Ok? Alors, prenons l'exemple de la banane. Pour la banane, on va appeler l'entreprise multinationale au hasard Magic. Okay. Cette multinationale a plusieurs filiales. Elle a une filiale A, elle a plusieurs filiales B, elle a une filiale C. Elle a une filiale A dans le pays producteur de bananes et une filiale C dans le pays consommateur de bananes. Ok? Ça, c'est pour expliquer là. Ensuite, le régime fiscal du Costa Rica. C'est un pays de droit, donc on y paye un impôt sur les sociétés, on va dire normal. On a fait une moyenne, c'est à peu près 27%. Ensuite, en Angleterre, pays de droit, peut-être encore un peu, taux d'imposition sur les sociétés plus ou moins normal, 27%. Entre les deux, on est dans cette zone opaque que sont les paradis fiscaux. Et c'est là où tout va se jouer, parce que on va produire les bananes, ok, au Costa Rica. On va les sous-facturer à une filiale. Donc, c'est-à-dire qu'on va les vendre en dessous de leur prix normal. En vendant les bananes en dessous du prix normal, déjà, on met la pression sur les petits producteurs en devenant le monopole pour acheter leurs bananes et au final acheter leur entreprise. Donc c'est ça ce qui se passe dans un premier temps. Ensuite, on va vendre la banane pas cher du tout. On va la vendre quasiment à perte. Pourquoi? Pour éviter de payer de l'impôt sur les sociétés au Costa Rica. Parce que l'impôt, il est prélevé sur le profit. Et le profit, c'est la différence entre le bénéfice et le taux d'imposition. Ok? On a un bénéfice total à la fin de l'année. On prend le bénéfice total. L'imposition dit, on va vous en prendre 27%. Et du coup, il reste un profit qui va être un petit peu plus petit que le bénéfice. Ça va, vous me suivez? Ok. Donc, dans ce cas-là, le fait de déclarer très peu de profit, on va être très peu taxé au Costa Rica. Et ça, c'est génial pour les multinationales. Et ça va être le même plan de l'autre côté en Angleterre. C'est-à-dire qu'on va par la suite surgonfler le prix de la banane
Et quand elle va arriver en Angleterre, eh ben, la multinationale, elle va juste racheter la banane 1 centime d'euro plus cher. Comme ça, fait très peu de bénéfices. Et le tour est joué. C'est-à-dire que la multinationale fait en sorte de ne pas payer d'impôts dans le pays producteur et dans le pays consommateur non plus. Elle va déplacer artificiellement la production de cette richesse pour qu'elle soit taxée là où il n'y a pas de taxe, c'est-à-dire dans un paradis fiscal. Donc on va se faire plaisir à acheter la banane pour la revendre plus cher, pour l'acheter moins cher, pour la revendre plus cher. En fait, on s'en fout du prix réel. Ce qu'on veut, c'est localiser un maximum de pognon dans les paradis fiscaux, là où ça ne sera pas taxé du tout. Donc, bénéfice, impôt, taux d'impôt, profit final. Paf, 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 paf. Et bien, c'est là qu'on est gagnant. Alors, pourquoi on irait payer des impôts dans les autres pays ? Donc, c'est comme ça qu'on appauvrit, d'un côté, les sociétés ici, on appauvrit l'État anglais, parce que l'entreprise multinationale ne paye pas beaucoup d'impôts. Et puis aux pays producteurs, bah là c'est une catastrophe, parce que déjà que le Costa Rica, ils sont pas hyper costauds, mais alors là, s'ils n'arrivent pas à toucher les impôts que devrait payer la société implantée sur leur territoire, alors là c'est terminé quoi. Ça va ? Ça va le schéma ? Ok. Donc en résumé, messieurs, dames, avant, le trajet de la banane, c'était ça. C'est toujours ça en fait. Ça c'est la banane physique, c'est la vraie banane. La banane, elle est produite au Costa Rica ou dans un pays d'Amérique latine et elle est emmenée par bateau au Royaume-Uni. Ça, c'est le schéma classique, physique, et c'était aussi à l'époque le schéma comptable de la banane. C'est-à-dire qu'il y avait une comptabilité ici, une comptabilité là, point barre. Les deux étaient réunis avec le siège en Angleterre et paf, on n'en parle plus. Tiens, allez, un petit quiz. J'ai encore 3 bananes à refiler. Alors, messieurs, dames, pour pouvoir déguster une bonne banane, il me reste combien de temps ? Super, j'adore. Non, c'est bon, c'est bon. La banane, elle est cueillie là et elle est mangée ici. Quel est le temps de trajet nécessaire en bateau pour transporter des bananes ? 12 heures. 4 jours, 2 semaines, 3 semaines. Allez, combien ? 2 jours, non, trop peu. 1 mois, non, c'est trop. 10. Allez, la table qui cumule le plus de bananes, on peut l'applaudir s'il vous plaît, messieurs, dames. Bravo. 10 jours de voyage pour la banane. Et ensuite, elle est mise dans des chambres froides à quelques degrés, je ne sais plus combien exactement. Et ensuite, elles sont redispatchées dans toute l'Europe où elles vont être vendues dans les supermarchés. Donc ça, c'est le trajet de la banane d'avant. Avec les différentes modifications des statuts des entreprises qui leur permettent de faire de la manipulation de transfert, le trajet physique de la banane, c'est toujours le même, mais le trajet comptable de la banane est devenu celui-ci. Voilà, ça c'est le trajet comptable de la banane. Donc pour ceux qui lisent pas bien, elle est toujours produite ici, elle va toujours là-bas, mais entre-temps, elle fait un petit tour au Luxembourg pour qu'on puisse mettre un petit peu d'argent sur les services financiers. Ensuite, on va taxer, numéro 3, on va taxer le réseau commercial aux îles Caïmans. Bon, on va pas le taxer très fort, hein, parce que les îles Caïmans, c'est cool, il n'y a pas vraiment de taxation. Ensuite, paf, ça repart en Irlande. Eh ben oui, toutes les marques, elles ont intérêt à s'implanter en Irlande. Bon, et puis voilà, 5, 6, 7, 8, donc 8 trajets. 8 trajets avant d'arriver. Ça, c'est le trajet de la banane comptable. Alors imaginez, pour des agents fiscalistes qui traquent la criminalité financière, c'est un peu moins facile avec ce schéma-là. C'est un peu moins facile et c'est un peu plus long pour essayer de trouver les méchants, comment ils se sont organisés. Et en gros, plus on crée des sociétés offshore, plus on masque nos véritables implantations et moins on sait où est l'argent. Voilà. Et en gros, si on résume par banane, ça donne ça. Donc ça c'est 1 euro de banane, ok ? Quand vous achetez 1 euro de banane, il se passe tout ça en fait. Quand vous achetez 1 euro de banane, il y a à peu près 1 centime de bénéfice qui est soumis à l'impôt dans le pays producteur.
voyez, c'est que dalle. Alors, les coûts de production, c'est 12 centimes, et dont la main-d'œuvre qui doit être à peu près égale à 0,5 ou 1 centime. Hein, c'est-à-dire que quand vous achetez 1 euro de banane, il y a 1 centime d'euro qui va directement à celui qui s'est fait chier à la faire pousser, à celui qui s'est fait chier à se prendre les pesticides dans la tronche avec les avions qui survolent, etc. etc. C'est celui qui court aussi avec 80 kilos de bananes pour aller le mettre le plus rapidement là où il faut les laver avant d'être empaquetés et tout, parce qu'ils sont payés au kilo, les gars. Donc ils courent avec leur paquet de bananes. Ça brise des dos, enfin bon bref, ça brise des vies. Ensuite, pour continuer dans les joyeusetés, ensuite ça c'est tout le circuit de gonflage artificiel dans les paradis fiscaux. Ça veut dire que sur 1 euro de banane, vous avez presque la moitié de la banane. C'est du surcoût. C'est du surcoût. C'est vous qui le payez une fois. C'est mis dans les paradis fiscaux pour revenir à une poignée d'ultra riches. Voilà. Ça c'est la partie de la banane qui est complètement pourrie. En gros, il ne faut pas la manger, celle-là. Alors si en plus vous achetez de la banane qui est pas bio, pas équitable, machin, alors là vous avez tout faux. Là vous avez tout faux pour votre santé, vous avez tout faux pour l'économie mondiale, vous avez tout faux. Voilà. Et ensuite, on a nos chers grossistes qui se font la part belle aussi. Alors les grossistes c'est juste ce qu'il y a avant les supermarchés, sauf que les supermarchés ont racheté les grossistes en fait. Hein. Donc aujourd'hui c'est les mousquetaires, c'est Leclerc, c'est machin, etc. Quoi. Hein. Donc eux ils se font une belle petite marge aussi. Voilà en gros, j'espère que je vous ai donné de l'appétit pour manger de la banane, hein, n'est-ce pas? Donc voilà, quand vous mangez une banane, il se passe tout ça. Je vais, avant d'entamer le dernier chapitre, vous lire un petit texte. Je vais vous lire un petit texte. C'est relaté dans l'enquête sur la banane hein, par les Anglais. Hein. Donc le petit texte, c'est un témoignage. C'est un témoignage d'une travailleuse dans les plantations de bananes. Elle s'appelle Rosa Maria. Elle est au Costa Rica. Et Rosa Maria, elle révèle au journal: je travaille dans les plantations de bananes depuis 13 ans. Je me lève à 4 heures du matin. Je prépare les enfants pour l'école, puis je marche 20 minutes jusqu'à la route où un bus de la compagnie vient me chercher. Nous arrivons à 6 heures du matin, au moment où le soleil se lève. Nous devons nous mettre au travail immédiatement. Je suis une trieuse, c'est-à-dire que je travaille dans un hangar. Un hangar au Costa Rica, fait chaud. Fait chaud. Je travaille dans un hangar avec 42 autres personnes à trier les bananes. Je gagne l'équivalent de 8 euros par jour. 8 euros par jour. Ce n'est pas beaucoup. Mais ce qui me rend malade, c'est que l'on travaille toujours davantage que prévu. 11 heures par jour constitue le maximum, mais nous travaillons souvent plus de 13 heures. Nous travaillons 6 jours sur 7, du lundi au samedi. Parfois, j'ai le sentiment de ne pas vivre. Nous avons tenté de créer un syndicat, mais la compagnie persécute ceux qui essayent. Voilà, ça c'est un témoignage d'une personne qui bosse dans une bananerie. Alors que faire face à tout ça? Des fois on peut se sentir bien impuissant. Alors l'impuissance, ça se travaille par l'engagement dans des collectifs. Ici, je vous montre un ensemble de logos qui représentent des associations qui composent la plateforme française de la lutte contre l'évasion fiscale. Alors vous en reconnaîtrez certains. On n'a toujours pas changé notre logo, mais nous on est là. Et puis vous en connaissez peut-être d'autres, hein. Attac, la CFDT, la CGT, Oxfam. Sherpa, c'est ceux avec qui on a sorti la bande dessinée. Hop là. L'association Survie qui lutte contre la France-Afrique aussi, le Secours catholique, etc. etc. Voilà. Faites votre choix, mais si vous voulez lutter efficacement contre l'évasion fiscale, ça sert à rien de faire seulement des trucs chez vous, genre fermer le robinet ou quoi, enfin voilà. Vous pouvez quand même, à titre individuel, si vous êtes toujours au Crédit Mutuel, si vous êtes toujours au Crédit Agricole, si vous êtes toujours à la Société Générale, à BNP Paribas, Banque Postale, ils sont en train de virer mauvais, mais ils étaient pas si pire encore jusque-là. Il y a quoi d'autre encore? CIC, anciennement Crédit Mutuel, Caisse d'épargne, eux ils sont moches. Caisse d'épargne. Donc si vous êtes encore dans une de ces banques-là, une des premières actions que vous pouvez faire, bah, c'est tout simplement de changer de banque. Voilà. Et encore aujourd'hui, c'est devenu vachement facile. Vous adressez à votre nouvelle banque et vous lui dites, bah voilà, je veux clôturer mes comptes chez les autres.
et je veux venir chez vous. Et le chez vous, vous n'avez pas énormément le choix. La banque postale, j'ai plus trop envie de les mettre dans les gentils en fait, parce qu'ils sont vraiment en train de virer. Il reste quoi? Il reste le crédit coopératif. Vous avez de la chance, vous avez une agence à Tours. Et après, il y a la NEF. Alors la NEF, c'est le nec plus ultra, ils sont plus blancs que blancs, etc., etc. NEF, ça veut dire Nouvelle Économie Financière. Ce sont les deux seules banques qui n'ont pas de filiale dans les paradis fiscaux. Les deux seules. Toutes les autres, elles sont pourries jusqu'à l'os. On pouvait déjà faire ça à titre individuel. Mais il faut aussi porter un engagement collectif dans une de ces structures ou encore d'autres. Soutenir les monnaies locales, soutenir l'économie sociale et solidaire, travailler dans l'économie sociale et solidaire. Ça peut être aussi la finance éthique. Ceux qui ont un petit peu d'épargne, vous pouvez épargner de manière éthique. Et cette épargne éthique, en gros, ça fonctionne comment? Vous mettez votre épargne dans une cagnotte. Cette cagnotte, elle est envoyée dans les pays du Sud et elle sert pour des associations ou pour des structures de microfinance qui se servent de cet argent-là pour financer leur activité. Et ensuite, ils remboursent. Et ensuite, vous vous êtes remboursé. Et vous, depuis chez vous, vous n'avez rien vu et tout s'est bien passé. Ça, c'est de l'épargne solidaire. Il me reste 5 minutes pour vous dire que en France, on est un petit peu leader sur ces questions-là. Même si je vous avoue qu'au niveau lobbying, il va falloir être beaucoup plus nombreux qu'on est actuellement pour que ça passe. Et on sait que ça peut passer. On sait qu'il y a plein d'instruments nouveaux. Il y a plein de super économistes en France qui se battent pour proposer des nouveaux systèmes. Mick vous a parlé d'un système avant, le revenu de base, tout ce qui est revenu universel, tout ça, ce sont des systèmes qui ne demandent qu'une chose, c'est qu'à ce vieux monde crève pour laisser paraître ce nouveau monde avec une nouvelle économie, de nouveaux rapports sociaux, etc., etc. Et pour ça, il ne faut pas oublier qu'en France, il y a des activités qui se font. Il y a les fameux fauchages de chaises qui ont valu un petit peu de tôle, ou en tout cas qui ont valu des... comment on dit, des procès, merci. Qui ont valu des procès... alors vous imaginez une banque qui attaque des gens parce qu'il y a vol de chaises en réunion. Et il faut comprendre le geste, hein. Les gens, ils prennent les chaises dans les banques et ils disent « On vous rendra les chaises quand vous rendrez les milliards ». Hein, vous voyez, c'est un peu David contre Goliath. Sauf que ce coup-ci, c'est David qui a gagné, c'est pas Goliath. Donc ça montre que c'est possible. Il faut valoriser ce genre d'action. Bon, il y a d'autres trucs aussi. Nous, on fait des safaris fiscaux, donc on fait comme une balade dans la rue. Comme les balades historiques, je sais pas si vous avez déjà fait avec un guide conférencier qui est là avec un micro, qui lui dit qu'un tel est né là, qu'un tel est mort ici. Et nous, on fait une balade fiscale en fait. C'est-à-dire qu'on va devant des enseignes. On l'a fait avec les Gilets jaunes pour l'acte numéro 16. Et on s'arrête, on fait une balade, et on s'arrête devant les enseignes, et on dit ce qu'elles ont fait dans les paradis fiscaux. On donne leur fait d'armes. Voilà. Et puis, pour se rassurer aussi, et se dire qu'on n'est pas tout seul dans cette galère, eh ben, c'est que dans l'Europe, ça bouge aussi. Il y a plein de manifestations qui se font, il y a plein de mobilisations. Il faut savoir que les Gilets jaunes ont été copiés dans beaucoup de pays, on a vu assez peu d'images. Aux États-Unis, qui est le pays du mal absolu, c'est là aussi, il y a des projets de loi super intéressants qui se sont faits hyper contraignants. Ça s'est fait notamment pendant le mandat de Obama, ce qui est une super avancée, c'est rarement souligné dans les médias, mais c'est comme ça. Il y a eu le mouvement Occupy Wall Street qui continue toujours. Et puis dans le monde, il y en a un petit peu partout. Il y en a au Nigeria, en Afrique du Sud, au Brésil. HSBC, c'était à Hong Kong. Et un petit peu partout dans le monde en fait. Et évidemment, on n'en entend jamais parler. Ça, ce sont les différentes propositions que nous faisons sous forme de lobbying. Donc je m'occupe entre autres, moi, dans mon activité associative, de former des bénévoles pour qu'ils aillent rencontrer des élus ou des candidats pour leur dire, mais vous positionnez comment pour la lutte contre l'évasion fiscale? Comment on fait pour récupérer ces thunes? Et plus on toque à leur porte, moins ce sont des lobbyistes de l'autre camp qui viennent. Donc il faut qu'on occupe les salles d'attente de nos élus. Alors messieurs, dames, on va finir très concrètement. On va se lancer en manifestation. Je vous lance des slogans. Et à chaque fin de slogan, vous me répondrez ça. Ok? On peut le mettre sous un air. Alors ça peut être
C'est à cause des paradis fiscaux. Alors on commence, on s'entraîne. C'est à cause des paradis fiscaux. C'est à cause des paradis fiscaux. Ok, alors maintenant c'est bon, on commence. Quand un train arrive avec 40 minutes de retard. C'est à cause des paradis fiscaux. Quand un tribunal d'instance ferme. C'est à cause des paradis fiscaux. Lorsque les malades ne sont plus traités de manière égale dans les hôpitaux. C'est à cause des paradis fiscaux. Le macronisme. Alors, qu'est-ce que je voulais dire encore? La justice. Quand les pompiers, les chômeurs et les vieux défilent dans la rue. C'est à cause des paradis fiscaux. Et quand les gilets jaunes sont dans la rue, papa, c'est à cause des paradis fiscaux. Yes, merci beaucoup. Bonne continuation de soirée. Et gardez la banane. Merci de votre participation. Alors je vous ai pas non plus parlé de tous les héros. Il faut qu'on arrive à identifier nos héros. Ce sont les lanceurs d'alerte, ce sont les journalistes d'investigation qui mouillent la chemise, ce sont les gilets jaunes, ce sont tout un tas de gens comme ça. Quelques politiques, car il en reste quand même quelques-uns au niveau français, au niveau européen, qui essaient de faire avancer les choses. Soutenez-les et sortez-vous les doigts. Oui.